Aujourd'hui, on va parler de cannabis. Parce que là, les Darmanin et tout, on en a marre, alors on le dit, il faut légaliser le cannabis. Ah ouais, t'es pour la légalisation, toi? Bah ouais, y a que des bonnes raisons pour légaliser. Déjà, parce que c'est hypocrite d'interdire une pratique qui est largement répandue en France et contre laquelle tu peux pas trop lutter. Bah si, regarde, en France, on a la politique la plus répressive d'Europe et on a le pays avec le moins de consommateurs. Bah non, justement, Johan. Alors t'as raison, on est le pays le plus répressif, y a qu'à voir les opérations Place Net XXL à grand renfort de caméras. Des milliers de policiers pour choper quelques dealers dans plusieurs villes de France. On a aussi la répression judiciaire la plus forte d'Europe, c'est vrai. Et pourtant, on est en France, la population qui consomme le plus de cannabis en Europe. C'est bien la preuve que ça marche pas. De toute façon, il y aura des consommateurs de cannabis, alors autant que ça soit réglementé, contrôlé, avec de la vraie prévention. Je veux dire qu'on sache c'est quoi les drogues sans passer forcément par la consommation ou les séries. Si on peut acheter légalement du cannabis, eh bien on le fera. Et donc adios les trafiquants qui font que te proposer d'autres drogues pour te rendre accro. Légaliser, ça crée des emplois stables en CDI, des cotisations qui vont avec, et vu que c'est l'État qui réglemente, tu mets des taxes et hop, ça remplit les caisses. Ah ouais, comme ça on peut engager plus de flics. Attends, mais ils vont faire quoi du coup les flics s'ils se mettent pas à lutter contre le trafic, tu vois? Comme si en fait les flics et la drogue c'était deux faces d'une même pièce. Bref, en fait la légalisation c'est tout bénef. T'as même plein d'applications très bénéfiques du cannabis. Au Canada, c'est un état fédéral, donc c'est pas la même politique partout, mais dans certaines provinces, la légalisation a permis de réduire de 2/3 le trafic sans augmenter la consommation. Je sais pas toi, mais moi je trouve que la situation qu'on vit en France, elle ressemble vachement à celle de 1920 aux États-Unis. Ah oui, tu veux parler du surdéveloppement d'une industrie automobile sans débouché, avec des marchés intérieurs et extérieurs qui sont saturés, avec la fuite des capitaux qui vont dans la finance pour gagner de la rentabilité qu'ils ont perdue à cause... Non, on va parler de la prohibition de l'alcool. Je crois que je regarde trop Canard, c'est pour ça. Début du XXe siècle, il y a des mouvements tradis chrétiens qui poussent à une loi pour interdire l'alcool. En 1919, ça s'applique à tous les États-Unis. Les stocks d'alcool sont détruits et les saloons fermés. Et que s'est-il passé? La pègre s'est installée, a créé des lieux de production au Canada, un immense trafic international et a géré des milliers de bars clandestins. Ils faisaient de la corruption, des guerres de gangs et même de la charité en servant de la soupe pendant la crise de 1929 pour se faire bien voir de la population. Ouais, c'était pas ouf à l'époque, mais c'est bien les flics qui ont résolu le problème. Non, tu serais pas atteint du syndrome des incorruptibles, toi? Tu sais, c'est un film qui parle de comment Al Capone s'est fait coincer par Kevin Costner qui luttait contre la pègre. Alors on pense que les flics c'est la solution, mais non, parce que sans prohibition, y a pas d'Al Capone. Les flics font que courir derrière un trafic qui les dépasse totalement. À la fin de la prohibition, il y avait plus de bars clandestins qu'au début de la prohibition, malgré la répression massive. Ouais, c'est juste les médias qui kiffaient raconter les histoires de flics et de mafieux, mais en vrai le trafic était généralisé et inarrêtable. D'ailleurs, ce fétiche du flic, on le retrouve encore aujourd'hui dans les télévisions. Donc question, vous préférez croire Darmanin ou le mec qui murmure à l'oreille des chevaux et qui prend aux riches pour donner aux pauvres, franchement. Bref, la prohibition, c'est le trafic et vice-versa. Donc les petits Darmanin et Dupond-Moretti, ils font les malins devant les grands-mères qui regardent la télé, mais en réalité, ils appliquent la mauvaise politique depuis des décennies. Faut légaliser, ça arrange tout le monde. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, la légalisation, c'est comme le pouvoir d'achat, tu vois. À la fois, ça peut être une très bonne nouvelle, comme l'augmentation des salaires, soit ça peut être une saloperie, comme la baisse des cotisations qui vont taper dans notre chômage et notre sécu. Mais au fond, quelle différence y a entre une bonne et une mauvaise légalisation? Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? T'as historiquement des mauvaises légalisations, comme en Uruguay par exemple. Eux, ils ont dit, vas-y, vous pouvez produire vous-même, vous pouvez constituer des clubs, mais ils ont interdit la production industrielle. Donc certains, ils ont leur petit pot, tu sais, mais c'est pas rentable, quoi. Surtout en ville, je veux dire, il faut acheter le pot, il faut acheter la lumière, il faut acheter le ventilo pour créer du vent, tu sais, pour que la tige elle soit suffisamment dure pour accueillir après les fleurs de cannabis. Ah non, mais c'est une galère, c'est pas du tout rentable ce truc-là. Hein. C'est vachement précis, je trouve, Johan, hein. En fait, à Laval, une fois que t'as fait le tour de la fontaine et que t'as mangé au Royal Kebab, tu t'emmerdes quand même. Alors forcément, dans ces conditions, tu vas pas t'emmerder à autoproduire et puis tu vas acheter directement dans le marché noir. En Uruguay, malgré la légalisation, le trafic illégal représente toujours 2/3 de la production. Alors certains disent qu'il faut industrialiser à fond, tu sais, avec des grandes entreprises, et comme ça on va pouvoir leur prendre plein de taxes, et comme ça finit l'austérité. Comme si le problème des politiques, c'était qu'ils savaient pas où trouver l'argent, quoi. Alors que très clairement, l'argent, il est dans la poche des riches, des multinationales et des banquiers. Canard Réfractaire, un média engagé qui n'hésite pas à dire les termes, soutenez-nous sur notre campagne de financement Hello Asso. Bon après, est-ce qu'il faut pas mieux des grosses entreprises capitalistes que du trafic? Bon déjà, en vrai, il faut pas si différencier que ça le trafic illégal et le commerce légal, tu vois. Parce qu'à chaque fois, c'est des entreprises qui fonctionnent de façon capitaliste, hein. Même les trafiquants, ils ont des moyens de production, des employés, des réseaux de distribution,
prohibition et font face à la concurrence. Juste d'un côté, au niveau légal, c'est reconnu par l'État, et de l'autre, non. Sachant que l'État, c'est Macron, les gens, quoi. Oh, il a été écrit vite, ce râle, non? Et cette notion de concurrence, elle va rester quoi qu'il arrive avec la légalisation. Alors ouais, le trafic doit payer, c'est vrai, les guetteurs, les dealers, investir dans la guerre des trafiquants de la télévision et tout ça, et puis gérer la concurrence. Mais en vrai, les grandes entreprises capitalistes, elles doivent payer des vendeurs, des commerçants, des marketeurs, investir toujours plus pour dépasser la concurrence, et payer des cotisations, et puis en plus de ça, des lourdes taxes que va imposer l'État. Alors qui sera le plus cher entre des entreprises capitalistes légales et le trafic illégal? Eh ben c'est pas couru d'avant, surtout qu'aujourd'hui, on voit que le CBD, qui est le cannabis sans THC, eh ben, il est quasiment aussi cher que le cannabis qu'on trouve dans le marché noir. Alors que le CBD, il est même pas taxé de fou. Bah, c'est juste qu'on voit que le trafic illégal et les entreprises capitalistes, ils ont un peu le même fonctionnement, quoi. À l'époque de la prohibition états-unienne dans les années 30, là, vers la fin, eh ben, tu avais un trafic d'alcool qui était totalement géré par d'immenses mafias qui avaient réussi à industrialiser et perfectionner leur contrebande. Du coup, eh ben, les quelques super mafias, plutôt que de se faire la guerre en permanence, ils ont décidé de s'unir et de former un cartel des trafiquants pour se partager le marché en fixant des prix et en planifiant la production. La concurrence amène à une concentration des capitaux et à la formation de cartels, et ça, c'est typiquement les dynamiques capitalistes états-uniennes de l'époque. Et il faut comprendre, hein, aujourd'hui, c'est une opportunité capitaliste de fou le cannabis aux États-Unis. Genre, t'as du cannabis qui est produit au Mexique ou en Afghanistan, cultivé par des ouvriers agricoles exploités, qui part à l'export direction les entreprises détenues par exemple par Netflix, qui vont faire des marques de cannabis, qui vont promouvoir dans leurs séries, qui vont eux-mêmes produire. Tu vois le délire? Les types, ils sont capables d'avoir une puissance bien plus grande que les dealers et de massifier la consommation. Bon après ouais, c'est sans doute mieux, mais dans les deux cas, on contrôle rien en fait. C'est toujours des logiques de profit qui dirigent la production alors que ça devrait être nos besoins. C'est comme les opiacés, tu sais, c'est une drogue extrêmement addictive, proscrite comme antidouleur à des centaines de milliers d'États-Uniens, et qui tombent accros et qui meurent d'overdose. Le truc est légalisé, contrôlé, mais vu que c'est détenu par les enfoirés de Big Pharma, eh ben ils arrivent à corrompre, à intégrer l'État et à diffuser partout leur merde, financée par les assurances maladie et protégée par la justice. Ah mais oui, on en parlait au Canard, ça a été promu par McKinsey, le cabinet de conseil qu'on retrouve dans plein de gouvernements et dans le nôtre. Là, on retrouve le côté mafieux qui fusionne avec l'État comme Al Capone. Cette crise des opiacés, elle est dans pas mal de séries, que ce soit dans Shameless ou que ce soit dans Euphoria. Et ça tue aujourd'hui plus de 100 000 personnes par an, ces conneries-là, et ça détruit des milliers de vies. Mais bon, évidemment, eux, ce sont des entrepreneurs, des industriels, des innovateurs. On dit jamais que ce sont des criminels, des trafiquants et des meurtriers. Après, Roux, elle a réussi à arrêter la drogue grâce au pouvoir de l'amitié, donc c'est peut-être un peu surfait cette histoire d'addiction. Je sais pas, parce que tu vois, je crois qu'après avoir rencontré Usul, elle a repris à fond de l'épice. Donc bon. C'est terrible la drogue, hein. Bref, le cannabis, ça peut être l'opportunité pour de très grosses boîtes de conquérir de nouveaux marchés et de se faire de gros billets là-dessus. Donc c'est pas si étonnant que de plus en plus de pays vont vers la légalisation et qu'on en entend plus en plus parler dans nos journaux. Et s'ils le légalisent pas, c'est que le pouvoir adore se mettre en scène luttant contre le cannabis. Ils organisent la prohibition, envoient leur Robocop, font du chiffre sans rien résoudre et passent à la télé avec plein de flics derrière pour dire aux vieux devant leur télé que sans eux, ce serait le chaos. C'est pour des raisons politiques et électorales que la Macronie s'accroche à la prohibition comme un marin échoué en mer s'accroche à son rocher. C'est poétique maintenant le canard, hein? Ouais, inspiré, hein. Sans parler du lobby de l'alcool qui est tellement fort que c'est pour certains une culture française de devenir alcoolique. Eux, ils sont bien contents que le cannabis soit pas légal et marketé comme eux, ça leur ferait une belle concurrence. Puis t'imagines, si on file le marché du cannabis aux multinationales, ils vont faire quoi, les guetteurs, les dealers et les milliers d'autres personnes qui dépendent du trafic pour gagner de la thune? Déjà que les quartiers sont en bord de la révolte, si on retire ça, ça va être un bordel immense pour l'État. En fait, t'as pas de politique de légalisation du cannabis sans politique de réindustrialisation pour remettre du taf dans les quartiers. Et aussi dans les campagnes, parce qu'en fait, maintenant, t'as les mêmes problèmes dans les deux. Ouais, donc en fait, faut pas se contenter de légaliser, quoi. Faut faire tout un plan pour tout changer. Pour que les cartels capitalistes officiels ne prennent pas la main dessus, eh bien, il faut une production du cannabis qui soit démocratique. Que ce soit nous qui décidions réellement de ce qu'on veut produire et en quelle quantité. Après, c'est vrai que dépénaliser et légaliser, ce serait sans doute mieux pour plein de raisons. Mais vu que les connards de capitalistes vont tenir exactement la même ligne dans pas longtemps pour essayer de piquer le pognon qu'il y a dans les quartiers, faut pas juste dire légalisation. Il faut dire c'est notre société et on va en faire ce qu'on en veut, tu vois. Et tant pis pour les capitalistes, les banquiers et les actionnaires, quoi. Ils viendront avec nous à l'annexe des Ponts Saint-Michel à Guingamp et ils raconteront comment c'était de la merde d'être en costard cravate soumis au pognon et au stress, mon dieu. Moi, je me rappelle, à Laval, en fait, c'était un peu genre une espèce d'anarchie, tu vois, à Laval. T'avais des dealers,
Ils étaient en haut de 3e étage, tu vois, et t'avais les clients qui les appelaient comme ça à leur fenêtre. Ils disaient ah, je veux un 10 balles. Et le gars il disait ah, ok, pas de souci. Et il avait installé une poulie, il mettait les 10 balles dans un seau, il faisait descendre la poulie, et le gars il prenait la bœuf, et hop, c'était comme ça que ça se faisait quoi. Si, c'est fait arrêter très rapidement. T'as eu des articles de presse et tout. Ils ont tout démantelé à une vitesse. Le mec à la tyrolienne.